Non, non, gardez-les. Gardez vos applaudissements pour notre invité de tout à l'heure. La scène se passe dans un 4x4. On est dans le Donbass. Une équipe de journalistes, dont Maryse Burgot, viennent d'être prises pour cible des tirs de mortier. Maryse Burgot, Sagéry et le conducteur ukrainien montent dans la voiture et la voiture roule à toute vitesse sur les routes défoncées de l'Ukraine pour éviter d'autres tirs de mortier. Et puis un téléphone sonne dans cette voiture. Un téléphone sonne, c'est le portable de Maryse Burgot qu'elle prend, qu'elle décroche. C'est son fils au bout du téléphone, au bout de la ligne. « Maman, comment on fait cuire le riz ?» Et Maryse Burgot, dans cette voiture qui roule à toute vitesse sur les routes défoncées, sur les tours évitant les tirs de mortier, elle répond à son fils. Et je crois que toute la vie de Maryse Burgot est résumée dans cette scène. Malgré la violence, malgré les souffrances humaines qu'elle rencontre, les risques aussi qu'elle prend, mais ce sont toujours des aventures humaines qu'elle nous raconte. Et chaque fois, elle repart sur le terrain pour nous offrir l'information. Pour nous. Aujourd'hui, accueillons Maryse Burgot. Mais oui. Il y en a partout, il y en a partout. Il y en a aussi dans l'autre salle là-bas qui ne nous voient pas. Je pense que je parle sous le contrôle des organisateurs et organisatrices, je pense que c'est un record que l'on bat, puisqu'il y a plus de 600 personnes, on a refusé des gens pour entrer dans cette salle, et c'est pour vous. Alors justement, on a décidé de le faire debout, hein, c'est ce que vous voyez, pour que tout le monde vous voit. Sinon, les gens ne vont pas me voir, donc on reste. Moi, je peux rester debout, mais vous, ça vous va? Non, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, c'est la première question que je vais vous poser. Comment vous expliquez ça, qu'une journaliste comme vous, est-ce que c'est une reconnaissance pour le métier que vous faites et la façon dont vous le faites? Votre livre est sorti en fin 2024 et chaque fois que vous participez à une rencontre comme ça, c'est le même phénomène qui se passe. Il y a un nombre fou de gens qui viennent vous voir, qui viennent à votre rencontre. Comment vous l'expliquez? Ben, je sais pas trop, à dire vrai. Peut-être que c'est une forme d'engagement à long terme qui est finalement récompensée au bout d'un moment. Ça fait très longtemps que je fais ce métier et je crois, j'ai la faiblesse de penser que je le fais avec la même passion, la même envie de très bien faire, les mêmes doutes qu'à mes débuts. Et peut-être que c'est quelque chose comme ça. Et aussi, voilà, c'est aussi un peu mathématique. Ça fait longtemps que je travaille. J'ai l'âge que j'ai. Donc peut-être que petit à petit, je suis rentrée dans votre univers, dans vos cuisines. Pour ceux qui ont la télévision allumée et qui regardent parfois le journal de 20h, c'est peut-être ça l'explication. Ouais. Mais vous n'êtes pas la seule quand même. Et tout le monde ne suscite pas autant de réactions. Ouais. J'ai envie de vous poser la question, parce qu'on parlera de votre voix, VOIE et VOIX. Cette voix VOIX, qui au début de votre carrière aurait pu constituer un handicap. On vous a même dit, mais tu réussiras jamais, ma pauvre fille. Ouais. Cette voix, elle n'est pas... Et c'est devenu un peu votre marque de fabrique. Quand on entend, en tout cas c'est un peu mon cas, dans le journal télévisé, l'annonce d'un reportage de Maryse Burgot, finalement on s'arrête, parce qu'on sait que ce seront des reportages vrais, justes. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi votre marque de fabrique? Je l'espère que quand vous voyez un reportage que je signe, vous vous dites que c'est vrai et juste, parce que c'est ça l'idée. Hein. C'est un métier assez simple que le mien. Et c'est ça que je défends en fait. Et peut-être que c'est ça, ce à quoi les gens sont sensibles. Ça serait formidable si c'était ça. Moi, je défends le journalisme de terrain, qui est quelque chose de simple, aller quelque part, parfois dans des endroits où personne ne veut aller, et écouter les gens,
regardez ce qui se passe, essayez de relater le plus fidèlement possible et ensuite vous permettre à vous, en regardant tout cela, vous permettre à vous de vous forger votre propre opinion. Je crois vraiment que mon avis n'intéresse personne, mais qu'en revanche, si je suis capable, avec les reportages que je réalise, de vous aider à vous forger votre opinion, je pense que je réussis mon travail. Et c'est ça que je défends, en fait. C'est ce journalisme-là qui n'est pas très... qui n'est pas un journaliste de verbeux, je ne m'écoute pas parler. Il m'arrive de temps en temps de participer à des émissions où on parle. Et très rapidement, je me dis oh, arrête de parler, fais quelque chose, va quelque part. C'est ça vraiment, et c'est ça qui me porte. Et j'ai cette chance incroyable. Et vraiment, je touche du bois. Ça ne m'a jamais quittée. Cette passion du reportage. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je suis un peu un ovni. C'est-à-dire que souvent, on arrête parce que c'est dur quand même. C'est physique, bien le sûr. Reportage. On n'est pas c'est dangereux. assis sur un fauteuil. Et puis c'est parfois très dangereux. Mais voilà, moi j'ai cette énergie. J'ai jamais eu envie de renoncer. Toujours pas envie. Voilà. Continuez comme ça, surtout. Votre livre, qui est sorti en fin d'année dernière, je le disais, Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan, vous avez absolument tenu à ce titre. Est-ce que, précisément, lorsque vous réalisez ces reportages, quelque part au fond de vous, il y a aussi votre origine, vos origines familiales, cette l'île-et-Vilaine dont vous venez, vos parents qui sont agriculteurs, qui étaient agriculteurs, ils sont à la retraite aussi maintenant, de dire que finalement, les reportages que vous réalisez, c'est aussi pour eux, pour nous, mais pour eux aussi, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe sur les théâtres du monde. Oui, alors dans mon milieu parisien, on m'a un peu reproché mon titre, là, Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan. Et même des amis journalistes m'ont dit mais pourquoi t'as mis fille de paysan dans ton titre? Et en fait, non seulement je le revendique ça. Je revendique mon enfance dans un milieu extrêmement populaire, très agricole, dans lequel il n'y avait pas de livres, mais extrêmement bienveillant aussi, pétri de valeurs, avec des parents très travailleurs qui ont très mal gagné leur vie. Et oui, ça m'a construite. Et mes parents, pour qui... quand je leur ai dit je vais écrire un livre, ils m'ont dit waouh, mais c'est pas possible, tu vas vraiment écrire un livre. Et de voir mes parents tenir mon livre. Il y a une très jolie photo d'ailleurs de vos parents avec ce livre. Je leur dois tout d'une certaine manière, même si je me suis construite tout seul. Et je me suis construite un peu contre parce que j'avais tellement envie. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village, 1500 habitants. Et puis, c'est vraiment le bocage breton, c'est pas Saint-Malo et tout ça. Là, c'est glamour. Moi, j'habite vraiment là où il y a le bocage breton, le granit gris. Bazouges. C'est Bazouges-la-Pérouse. Mais tout le monde connaît Bazouges-la-Pérouse. Et quand on a, vous voyez, je vous assure, quand on a 15 ans... Merci. Quand on a 15 ans, on a très envie de partir de Bazouges-la-Pérouse. Et donc, j'avais envie de partir, mais en même temps, ce sont mes racines. Et voilà, c'était aussi un clin d'œil pour eux. Et aussi... J'ai écrit ce livre aussi pour notre jeunesse, parce que je voudrais dire que, et j'ai toute légitimité pour le dire, le déterminisme social, ça existe. L'ascenseur social, ça ne marche pas tout le temps. Ça a marché pour moi. Ça a fonctionné pour moi. Alors oui, j'avais une chance, des parents très bienveillants, qui ne m'ont pas dit, par exemple, non mais tu rêves, tu ne seras jamais journaliste. Ils ne m'ont jamais dit ça, ils m'ont dit, oui d'accord, peut-être. Sans commentaire. Donc c'est vrai que j'ai quand même cette chance. Mais néanmoins, j'avais pas du tout les codes quand je suis arrivée à l'école de journalisme. Mais vous voyez, ça a été possible. Alors, non pas que je sois arrivée bien haut, je suis juste journaliste à France Télévisions. Mais moi, c'était mon rêve. Non, mais moi, c'était mon rêve. Oui. Je voulais faire ce métier. Et donc, j'ai accompli mon rêve malgré les difficultés. Et je veux... dire aux jeunes qui douteraient, qui se sentent assignés à résidence quelque part, que ce soit dans les banlieues ou dans les campagnes françaises, ou à qui on dit « Oh, mais toi, t'es pas fait pour ça », comme on m'a dit à moi. Ah non, avec cette voix-là, non, la télé, ça va pas être possible. Regardez-moi aujourd'hui. Donc, la télé, c'était possible pour moi.
Et oui, c'est pour dire à cette jeunesse, croyez quand même en vous, même si c'est difficile. Je suis bien d'accord que c'est difficile. Ce titre, Loin de moi, il a deux acceptions. Il a celle-là, celle ça vous éloigne de vos origines familiales, de ce déterminisme qui aurait dû vous conduire vers une toute autre carrière. Et puis c'est aussi ces théâtres d'opérations qui vous entraînent très très loin. Donc on ne les compte plus. L'Iran, l'Irak, l'Inde, où naît cette vocation de reporter de guerre. Parce que quelle image aviez-vous lorsque vous avez entrepris vos études de journalisme? Est-ce que c'était déjà le terrain, le reportage de guerre, puisque c'est votre titre aussi, ou une autre forme de journalisme? Vous êtes venu au fil des circonstances? Ouais, c'est vraiment venu au fil du temps, en fait. J'ai commencé à France Télévisions par Télématin, par exemple. Et à Télématin, on va pas sur les terrains de guerre. Et petit à petit, je me suis intéressée à la politique étrangère et j'ai eu un voyage un peu fondateur en Inde. L'épidémie de peste. C'était l'épidémie de peste. Et il y avait des milliers de gens qui fuyaient. J'étais jeune. Il y avait des milliers de gens qui fuyaient l'épidémie de peste, le foyer. Et nous, on allait exactement dans le sens de l'épidémie. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes fous, c'est pas du tout par là qu'il faut aller, c'est par là-bas. Et moi, je disais, non, parce qu'il faut qu'on aille voir où est le foyer. Et c'était très grave ce qui s'y passait, parce que les gens mouraient de la peste seuls, pas soignés, parce que tout le monde avait peur d'être contaminé. Et je me suis dit, en faisant ce voyage qui était fondateur pour moi, j'ai constaté combien c'était puissant. Je ne trouve pas d'autre mot, puissant d'être payé pour ça. Oui, d'être dans cet endroit où il se passait des choses si graves, où des gens mouraient seuls. Et je me suis dit, mais si tu fais bien le job là, sur cette mission-là, et surtout si tu supportes et si tu reviens avec l'envie de continuer à faire ce métier, tu vas continuer à faire ces choses puissantes. Et je me suis dit, ma vie, ça va être un truc de fou. Et oui, j'ai continué à faire ça. Et oui, je dis que les terrains sur lesquels je vais, les gens incroyables que je rencontre, les situations puissantes, parce que quand vous êtes sur un terrain de guerre, c'est pas, on me dit toujours, c'est l'adrénaline, tout ça, pas du tout, mais pas du tout. C'est juste que quand vous êtes dans un abri, par exemple, en Ukraine, ce qui m'arrive assez souvent, Et vous allez y repartir. Oui. Non, mais vous êtes assis dans un abri à côté, vous avez à droite un civil, à gauche un autre civil. Ça va durer 3 heures. Les murs tremblent. Tout le monde est un peu inquiet, même si tout le monde a un peu l'habitude. Vous nouez des relations qui sont... je me souviens de tous les gens à côté de qui j'étais dans les abris. Je me souviens parfaitement bien des conversations qu'on a eues ensemble, et vous avez combien d'enfants, et qu'est-ce qu'ils font, et qu'est-ce que vous aimez dans la vie, parce que c'est puissant, parce qu'on sait que peut-être tout va s'effondrer, ou peut-être que ça ne tient pas, et parfois ça ne tient pas, les abris, parce que ce ne sont pas forcément des abris, surtout quand vous êtes dans l'Est de l'Ukraine, ce ne sont pas de vrais abris. Donc il y a une forme de terreur et en même temps de solidarité, vous vivez quelque chose de très puissant, et ça, j'avoue, j'aime ça. J'aime vivre ces moments très puissants et assez uniques. Ouais. Qu'est-ce qui vous décide justement, vous parlez de ces rencontres? Moi, j'ai souvenir, on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés, mais il me reste toujours en tête, je sais si vous en avez fait, des reportages sur le front, de cette mère de famille. C'était au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Cette mère de famille qui était partie avec sa petite fille et le chat et toutes les affaires pour aller s'abriter dans un wagon du métro à Kiev. Les lignes de métro, évidemment, ne fonctionnaient plus. Et elle avait trouvé refuge là. Et ça, c'était très, très émouvant, ce reportage-là. Ouais, c'était à Kharkiv, en fait. C'était la deuxième. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, assez proche de la frontière russe et très lourdement bombardée au début de la guerre. Et donc, cette histoire, elle est intéressante à raconter parce qu'elle montre comment nous travaillons aussi. C'est-à-dire que ce jour-là, on était dans ce métro de Kharkiv, comme tout le monde, parce qu'on s'était protégé des bombardements qui étaient intensifs. Et on cherchait une idée de reportage, parce que vraiment, on cherche, nous. C'est un métier de hasard. Je ne pars pas en me disant, alors voilà, je fais ça, parce que ça ne marche jamais comme ça. C'est soit vous avez des opportunités, vous allez rencontrer une femme formidable, et c'est ce qui s'est passé là. J'ai une forme d'intuition
intuition, je vois cette dame marchant dans le métro, mais au niveau supérieur du métro. Vous êtes quand même dans le métro, mais vous n'êtes pas dans les entrailles du métro. Je vois cette dame assez élégante, tenant dans sa main sa petite fille avec son doudou. Et je ne sais pas pourquoi, je me dirige vers elle et je lui dis, mais vous êtes là depuis combien de temps, etc. Elle me dit, ça fait 15 jours qu'on est là avec ma fille. Mais elle me dit, mais nous, on ne s'est pas installés là. Hein, parce qu'on entendait dans là où nous étions, nous, et là où elle marchait, les murs bougeaient et on entendait les bombardements. Et elle ne voulait pas que sa fille entende les bombardements. Donc elle avait pris un escalier et elle me dit, si vous voulez, je vous montre. Et là, je me dis, ça va être bien. Et donc, on tourne avec le JRI, le journaliste reporter d'image, qui est caméraman avec qui je travaille. Et on se retrouve dans un dédale d'escaliers sans fin dans le métro de Kharkiv. Et on arrive dans un endroit où il y a un wagon, une voiture de train abandonnée à l'arrêt, figée par la guerre. Et à l'intérieur, le thé, le chat. Et on fait cette interview extraordinaire de cette maman qui me dit, moi, je ne veux pas qu'elle entende les bombes. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je les vois, les enfants qui entendent les bombes. Et je vois comment vous hypothéquez la vie d'un enfant quand vous avez un enfant sous les bombes. Moi, j'ai vu des enfants vomir d'effroi tellement ils ont peur lors des bombardements. Donc, oui, on grandit quand même moins bien quand on a subi dans son enfance des bombardements et qu'on a vu ses propres parents terrorisés. Parce que les gens essaient de rassurer leurs enfants, mais parfois les parents eux-mêmes sont terrorisés. Et cette femme, donc en s'installant comme ça dans le labyrinthe de ce métro, mais très très bas, on avait descendu je ne sais pas combien de mètres, il y avait un calme. Elle avait incroyable. recréé un foyer, un petit nid pour sa fille. Il y avait du thé, on avait bu du thé. C'était incroyable. Et puis on avait fait l'interview de cette petite fille qui disait, moi je suis super bien ici. Et donc vous voyez, le hasard, c'est ça notre métier aussi, c'est avoir un peu de chance, aller chercher la chance, parce que je sais pas, j'ai eu une forme d'intuition avec cette dame, mais souvent, parfois, ça marche pas du tout. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on fait des parce que kilomètres. Les gens refusent parfois aussi. Oui, ou alors on fait des kilomètres et des kilomètres parce qu'on nous a dit là-bas, il y a quelqu'un de formidable, on roule pendant 24 heures, on arrive, c'est pas du tout comme on nous avait dit, mais souvent, très très souvent. C'est un métier, surtout pour la guerre en Ukraine, je trouve, parce que ça fait presque 4 ans, hein, en février, ça fera 4 ans. Et moi, je suis beaucoup allée en Ukraine et mon challenge maintenant, c'est de ramener mon équipe saine et sauve, premièrement, parce qu'avec les drones, c'est quand même extrêmement dangereux. Et deuxièmement, de trouver des bons sujets à faire. Et vous n'imaginez pas la pression que nous avons parce que on a l'impression qu'on a déjà tout fait. Ça ne suffit plus d'aller dans une tranchée là et d'être avec son casque et son gilet pare-balles et de montrer que nous aussi on est au milieu. Non, ça fait pas une histoire, ça fait plus une histoire parce que tout le monde est habitué à ça. Donc il faut chercher des histoires puissantes et c'est parfois très difficile. Je disais dans l'introduction, je racontais cette scène qui est absolument... Parce que j'ai été sincère en disant qu'elle vous résume beaucoup, cette scène, quand votre fille vous appelle dans cette voiture et que vous lui dites comment on fait cuire le riz. Si quelqu'un veut la recette, c'est possible après. Mais je suis pas très très bonne cuisinière. Mais je sais cuire du riz quand même. Cette maternité, parce que vous avez 2 enfants, donc vous êtes souvent sur le terrain et vous ne les voyez pas. Vous avez à la fois cloisonné vos 2 vies, mais là où ça pourrait être une faiblesse que de se dire oh là là, il faut que je rentre vite ou il faut que je m'occupe de mes enfants, vous en faites une force de votre vie de mère de famille. Ouais. Mais oui, parce que je suis bien comme vous tous, c'est-à-dire nos enfants, ce sont, enfin moi, et certainement pour vous, c'est notre colonne vertébrale. Moi, je ne suis rien sans mes enfants, sans ma famille. Ils me portent, ils sont la raison pour laquelle je me lève le matin, même s'ils ont aujourd'hui 24 et 21 ans. Je pars en reportage. Je crois, j'ai cette. Il faut un peu de force parfois pour repartir, surtout en Ukraine avec les drones, c'est très dangereux, etc. Il faut se dire non, mais ça va bien se passer. Il faut un peu se motiver, non, mais enfin bon, c'est quand même plus cool de rester à la maison, quoi. Mais je crois qu'ils me portent et je crois vraiment que c'est grâce à eux que je réussis encore à faire ça, parce qu'ils sont là. Sinon, j'aurais l'impression d'être une pauvre chose. Pardon pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'enfants. Moi, ma vie est ainsi, quoi. Je crois vraiment que... Et puis,
Et puis oui, ils sont. Je me suis arrêtée quand ils étaient petits, mes enfants. J'ai fait une pause. J'ai été correspondante permanente aux États-Unis, correspondante permanente à Londres. J'ai fait une pause dans les zones de conflit parce qu'ils étaient bébés. Et moi, je ne réussissais plus à travailler bien. Oui, vous étiez en Irak en plus. J'étais en Irak tout le temps. Je partais 5 semaines de suite. Je revenais. Mes enfants, c'est à peine s'ils me reconnaissaient, c'était des bébés, vous voyez. Donc j'ai fait une pause, même si j'ai beaucoup travaillé, parce que quand vous êtes correspondant permanent, vous travaillez énormément. Mais au moins, j'avais le sentiment que je ne mettais plus ma vie en danger. Maintenant, je le fais à nouveau, parce que j'ai l'impression de leur avoir donné suffisamment d'armes pour, si jamais il m'arrivait malheur, je pense que ça se passera bien pour eux. Je dis n'importe quoi, là. Non, mais on est obligé de dire ça. J'ai des confrères qui... on a des confrères qui meurent, etc. C'est pas une blague, c'est la vérité. C'est ainsi. Les journalistes sont aussi tués sur les terrains de guerre. Bien évidemment. Et vous en parlez de Gilles Granger notamment dans votre livre. Et c'est peut-être pas un hasard si l'un de vos fils veut devenir journaliste. Oui, c'est ça. Oui, alors non, mais c'est venu un peu... Au début, ils disaient tous les deux que jamais ils feraient ce métier tellement épouvantable parce que tu pars tout le temps maman. Mais maintenant, oui, il y en a un qui... Enfin, il est d'ailleurs journaliste. Il a commencé. Et il veut même aussi aller sur les terrains de guerre. Voilà. Évidemment que je ne vais pas lui dire non. Hein. Bah, bien sûr. Mais je ne l'encourage pas non plus. Je dis oui. Pourquoi pas. Mais je serai comme ils sont eux. Et c'est ça aussi que je trouve... j'ai pas réussi grand-chose, mais j'ai réussi quelque chose. C'est... mes enfants, ils ne m'ont jamais reproché ça, en fait. Et ils ne me disent pas, non mais maman, c'est pénible, on a peur pour toi. Mais jamais, comme mes parents d'ailleurs, jamais. Est-ce que vous leur racontez d'ailleurs quand vous rentrez? Est-ce que vous leur racontez ce que vous avez vu? Je raconte pas mes guerres, non. Je fais pas là. Quand je rentre, ils ont eux leur vie, comme vos enfants ont leur vie, et j'ai envie qu'ils me racontent eux comment ça s'est passé la semaine dernière. C'était quoi? Comment ça se passe les études? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui l'est moins? Ça m'intéresse plus que. Alors ils me demandent, et puis en plus ils voient un peu sur les réseaux sociaux quand même, parce qu'ils regardent pas le journal de 20h. Hein, nos jeunes, ils regardent pas tellement le journal de 20h. Maman, ils l'ont à la maison. Ils l'ont en replay sur les réseaux, mais ils n'ont pas peur pour moi. Et ça, c'est chouette. Et est-ce que c'est votre façon aussi peut-être de vous défaire de ce que vous avez vécu sur le terrain que justement de parler de toute autre chose quand vous rentrez et de voir vos enfants, plus faire le ménage et le jardinage? Oui. Moi, j'ai une thérapie qui est assez basique, hein, mais ça ne marche que pour moi. Hein. J'ai des confrères et nous avons, et c'est tout à fait normal, à France Télévisions, des gens qui nous attendent si on a besoin de voir des psychologues, si on a vécu des choses difficiles, etc. Moi, je ne le fais pas. Je ne dis pas que je ne le ferai pas demain matin, hein, peut-être. Mais jusqu'à présent, ma manière d'atterrir, c'est d'être chez moi, de faire le ménage, de jardiner, de retrouver cette vie que moi, je considère être un tel privilège. Parce que c'est ça qu'on oublie quand même. C'est moi, quand je rentre... Alors, ça passe, hein. Je suis comme vous, je râle dans les embouteillages. Quand je suis en retard, après, au bout de 5 jours, je râle aussi. Mais les 2 premiers jours, je suis un peu... Waouh, c'est tellement bien ici. C'est tellement... On ne se rend pas compte de ce que c'est que de vivre et de dormir... Dans un pays en paix. Dans un pays où il n'y a pas de bombe la nuit, quoi. De bien dormir, de ne pas s'inquiéter pour ses enfants, de ne pas se dire « mon fils va être mobilisé ». Parce que moi, si j'étais en Ukraine aujourd'hui, mes enfants, ils seraient dans les tranchées. Donc, et c'est ce qui arrive à la plupart de mes amis ukrainiens. C'est que leurs enfants n'étudient pas, mais vont dans les tranchées. Et c'est d'une violence inouïe, les tranchées, parce que les drones, parce que parce qu'il y a des mines antipersonnelles, les jeunes gens, ils sautent sur des mines, ils perdent leurs jambes, leurs bras. C'est une guerre extrêmement mutilante, extrêmement violente. Donc, moi, quand je suis ici en France et que je constate que le lilas est en fleurs, je suis très, très heureuse. Et c'est bien de se le rappeler. Dans votre livre, on redécouvre aussi un épisode de votre vie de journaliste sur lequel vous n'étiez pas revenu. Vous avez été retenu en otage dans les années 2000.
dans les Philippines. Et vous racontez cet épisode-là, vos propos sont souvent émaillés de la honte et de la culpabilité que vous avez ressentie lorsque vous avez été prise en otage. Racontez-nous ce qui s'est passé et pourquoi ces sentiments-là vous ont habité. Parce que être otage, vous n'aviez pas commis de faute. Je ne parle que pour moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été otages eux aussi, donc ceci n'engage que moi et mon histoire. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on s'était fait avoir quand même. Ouais. C'est ça ce métier, hein, c'est faire confiance à des sources. Et puis là, on a fait confiance à une source qui nous a vendus en fait. Et bon, bah, on ne peut pas le dire autrement. C'est une erreur. On a fait confiance à la mauvaise personne. Alors, c'est un peu sévère, mais ouais, moi, je suis sévère avec moi de ce point de vue. Et je m'en suis beaucoup voulu de cela, parce que, enfin, bon, ce qui est bien, c'est qu'on était 3 et qu'on a pris tous les 3 la décision de faire confiance à cette source qui finalement n'était pas une bonne source. Mais bon, c'est voilà, c'est dans la vie d'un journaliste, être otage, c'est quand même la tuile, parce que être otage, c'est n'être plus tout à fait maître de son destin. C'est tenter de survivre, ne pas être tué. En tant que femme aussi ? Oui, toutes ces choses-là, c'est quand même extrêmement difficile. Et être otage, c'est aussi ne pas savoir quand ça s'arrête. Parce que quand vous êtes en prison parce que vous avez commis un délit ou un crime, on vous a dit au départ combien de temps ça durerait. Quand vous êtes otage, vous n'avez commis, enfin pour ce qui était nous n'avions commis aucun crime, aucun délit. Nous étions juste des journalistes qui exercions notre métier. Et en plus, on ne savait pas quand ça s'arrêterait. Et nous, à France Télévisions, on a quand même une sacrée culture des otages, parce qu'on a eu des otages, Philippe Rochaud, Georges Janssen, je suis sûre que vous vous souvenez de ces noms, qu'on égrenait à la fin du journal de 20h. Ben moi, c'était mes années d'école de journalisme, et je me souvenais très bien que ça avait duré 3 ans. Et donc, je me suis dit, tu vas rester 3 ans dans cette jungle, et nous étions dans la jungle. Je me suis, pour la première fois de ma vie et la seule fois de ma vie, je me suis enfoncée dans un puits de détresse parce que j'étais sûre que j'allais vieillir là. Puis en plus, les islamistes radicaux qui nous détenaient étaient d'un grand cynisme et un peu des ânes battés, un peu bêtes. Je pense que leur plaisir, c'était de voir que je ne savais pas du tout combien de temps ça allait durer, etc. Donc, si on m'avait dit, allez, ça va durer 1 an, je me serais dit, OK. Oui, on peut se préparer. Parce qu'être otage, c'est surtout les 3 premiers jours qui sont difficiles. Et puis quand on vous change d'endroit aussi, c'est toujours très difficile. Mais sinon, on se met dans une forme de routine. Si on n'est pas violenté, on finit par s'installer dans une forme de routine. Et donc, si on m'avait dit ça dure 1 an, je crois que j'aurais été moins désespérée. Là, j'étais désespérée parce que je pensais que ça durerait très, 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 très longtemps. Et que je rentrerais quand je serais une vieille dame. Toute ridée, et que je n'aurai jamais d'enfant aussi. Je me disais, tu n'auras jamais d'enfant parce que tu vas finir ta vie dans cette jungle et ils vont te libérer quand tu seras une vieille dame. Non, c'était terrible. Voilà. Mais dans les pages et dans les lignes que vous écrivez à propos de cet épisode-là, on note déjà, vous étiez toute jeune journaliste, hein, vous aviez quoi, une 30aine d'années, quelque chose comme ça. Et on trouve, parce que je ne sais pas si on peut s'identifier, essayer de se dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait, comment j'aurais réagi. Vous racontez un épisode, notamment, où l'un de vos geôliers veut absolument vous piquer vos baskets. Et vous refusez. Il a pourtant une arme à l'épaule, en bandoulière, et vous refusez. Et oui, parce que on n'avait évidemment qu'une paire de chaussures, celle avec laquelle on avait été pris en otage. Et on faisait des marches dans la jungle parfois parce qu'on se cachait, il fallait qu'ils nous cachent et tout ça. Et donc marcher dans la jungle sans chaussures, c'est sûr que vous allez vous blesser. Puis là, personne pour vous soigner. Donc quand et puis il parlait ni français ni anglais. Et puis il y en a un, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il voulait mes chaussures pour sa femme, sans doute, ou je ne sais pas. Et je me souviens très bien de m'être dit, c'est pas possible, tu ne peux pas lui donner. Si tu lui donnes, tu vas mourir. C'est sûr, tu vas te blesser, tu pourras pas marcher. Je me souviens parfaitement bien de ça et de lui tenir tête. Et il m'a mis en joue, mais je lui ai jamais donné mes chaussures. Et je les ai toujours.
Je ne les porte jamais parce que j'ai plus jamais voulu les porter, mais c'est comme un talisman. Ouais, non, mais un signe de. Oui. On est des petits combattants. Alors il y a eu bien des fois où il a bien fallu qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire, mais il y a eu 2 ou 3 petites choses comme ça où vous retrouvez un soupçon de dignité, où vous vous dites j'ai tenu. Bon, c'était quand même une sale période. Voilà. Alors, il y a des théâtres de guerre sur lesquels vous allez, sur lesquels on vient un peu avec vous, mais il y a d'autres endroits de catastrophe. Vous consacrez des pages et des lignes à Haïti, quelque temps après le tremblement de terre, pour un formidable... maintenant, on peut dire ça aussi. C'est l'histoire de Jerry que vous racontez, Jerry La France, ce petit garçon à qui vous sauvez la vie. C'est pas nous qui lui avons sauvé la vie. Bah quand même. On a un peu participé, mais c'est un médecin surtout qui est arrivé là opportunément. Oui, mais si vous n'aviez pas insisté pour qu'elle vienne et qu'elle s'en occupe... Oui. Ah oui. C'était donc il y a 15 ans. Et alors, cette histoire, elle est formidable. Et si vous regardez un seul sujet de Maryse Burgos, c'est celui-là. Vous tapez Jerry, Burgos, Haïti, vraiment. Ouais. C'est donc il y a 15 ans, je couvrais le tremblement de terre en Haïti. Vous vous souvenez tous de ce terrible tremblement de terre absolument hors norme. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'on était là et on nous dit il y a un orphelinat visiblement qui s'est effondré avec plein d'enfants sous les décombres et puis des petits blessés. Voilà. On cherche, on ne trouve pas au début, puis on finit par trouver où c'est. Et on arrive les premiers parce que les secours ne pouvaient pas venir juste là où nous étions parce qu'on a fini par finir à moto, parce que les voitures ne pouvaient pas passer à cause des immeubles qui s'étaient effondrés. Et donc on arrive dans cet orphelinat, il y a la directrice de l'orphelinat complètement choquée, incapable de faire quoi que ce soit et de réagir. On était 2 jours après le tremblement de terre. Elle avait 53 enfants sous les décombres. Personne pour aller les chercher. Ils sont tous morts. Et il y avait une quinzaine de petits, là, orphelins, devant l'orphelinat détruit, dont un certain nombre très grièvement blessés, dont ce petit garçon qui s'appelle Jerry, 3 ans et demi à ce moment-là. Et c'est vrai que je vois une petite forme sous une couverture. Il faut imaginer une chaleur de bête. Très, très chaud en Haïti. Bon, ça commençait à sentir très mauvais partout dans Haïti parce qu'il y avait plein de gens de cadavres sous les décombres, etc. Et je dis, mais je vois que la couverture, elle bouge un peu. Je dis, mais il y a un enfant là-dessous. Donc on regarde et je vois qu'il est très grièvement blessé à la tête, qu'il a très chaud et qu'il n'est pas du tout hydraté. Et en fait, il est en train de mourir, non pas de ses blessures, mais d'hydratation, enfin de déshydratation. Et donc, je lui dis, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Au moins, on essaie de faire quelque chose pour un enfant. Et là, le miracle, arrive un médecin envoyé par l'ambassade de France qui dit, non, mais moi, je suis pas là pour soigner, je suis là pour faire l'inventaire et tout. Je lui dis, non, mais avant de faire l'inventaire, est-ce qu'on peut quand même s'occuper de ce petit ? Et puis, elle dit, oui, mais j'ai pas la voiture réglementaire. Je lui dis, bon, on va prendre notre voiture. Donc, elle accepte finalement, parce qu'elle-même, c'était une très jeune médecin. Et moi, j'ai un peu l'habitude, et je comprenais bien que pour elle, c'était extrêmement dur ce qu'elle vivait, tout médecin qu'elle était, mais elle était très jeune. Et je lui dis, allez, on le prend dans notre voiture, et on va bien trouver un hôpital, c'est pas possible, etc. Donc on marche un peu parce que notre voiture était un peu plus loin. Il faut rappeler que ce petit garçon il avait été adopté par une famille française. Il était en cours d'adoption par une famille française. Mais à ce moment-là, donc on l'apprend, donc il est emmené dans un hôpital, soigné. Et je demande à Paris, je connaissais l'association qui adoptait en fait ces petits Haïtiens de cet orphelinat. Et je lui dis, mais attention, parce que ce sujet va être diffusé dans le journal de 20h, on va parler d'un petit Jerry, et peut-être que des parents adoptifs vont voir leur propre enfant même. Et donc on cherche, et pas moi, parce que moi j'étais en train de monter mon sujet, mais ma direction à Paris finit par trouver les parents adoptifs et les prévient. Voilà, on a retrouvé votre fils Jerry. On sait que vous devez bientôt l'accueillir chez vous. Ils étaient en cours d'adoption, en fait. Il est blessé grièvement, mais ça va plutôt bien se passer. Le pronostic était encore un peu réservé. Et donc, voilà, cet enfant a été soigné, guéri, a été adopté en France. Les années ont passé, 15 ans ont passé.
Aujourd'hui, il a 19 ans. Et il y a 6 mois, un peu moins de 6 mois, je me suis dit, mais... Alors, moi, j'étais en relation avec ses parents adoptifs. Qui me donnaient, je demandais des nouvelles. Alors, est-ce qu'il a eu son bac? Est-ce qu'il a eu son brevet? Mais je ne l'ai jamais revu. Juste, on avait cette relation un petit peu distante de ses parents adoptifs qui, je pense, ne souhaitaient pas qu'il soit médiatisé à nouveau parce que ce sujet avait fait grand bruit et ils avaient envie que leur enfant, et je les comprends très bien, et ils ont eu tellement raison, grandisse comme un enfant, comme tout le monde, etc. Et donc, je le recontacte moi parce qu'un jour, je tape son nom, parce que je ne sais pas, par curiosité comme ça, et je vois qu'il a un LinkedIn, un compte LinkedIn. Je me dis, oh, c'est incroyable, et je réalise qu'il a 19 ans. Je me dis, c'est incroyable, maintenant il a 19 ans, mon petit Jerry. Je lui écris. Je lui dis bonjour, sans doute que vous ne me connaissez pas, mais bon, je ne sais pas si vos parents vont vous en parler de moi. Il me répond, mais comment ça? Je ne vous connais pas. Je vous connais super bien. Mes parents m'ont montré le reportage quand j'avais 10 ans. J'ai lu votre livre et j'aimerais tellement vous rencontrer. Alors, je lui dis, bah oui, super. Donc, je rencontre ses parents pour la première fois, parce que ses parents, je les avais au téléphone, mais je les avais jamais vus. Et je rencontre l'être le plus solaire que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et il me dit, moi, j'aimerais bien aller en Haïti. Alors là, je lui dis, mais super, on y va ensemble. Et donc, la dernière mission que je viens de faire, là, je suis partie en Haïti avec mon Jerry, 19 ans. Et on est allé dans l'orphelinat où il était. Et dans la minute où il est arrivé dans l'orphelinat, elle a reconnu Mamie Jean-Jean. Mamie Jean-Jean, c'était cette dame, toujours là, qui était totalement choquée, là, il y a 15 ans, lors du tremblement de terre, toujours là, avec plein de petits orphelins qui ne sont pas adoptés, parce qu'on ne peut plus adopter maintenant, à cause de la situation sécuritaire en Haïti qui est épouvantable. Et dans la minute, ce garçon a une telle intelligence, des sentiments et des situations. Dans la minute, il a tous les autres enfants sur ses genoux, il donne la main à tout le monde, il fait une partie de football. Et là, je me dis, et là on parle de renaître, je me dis, c'est dingue, parce que cet enfant, tout a très très mal commencé pour lui quand même, parce que Jerry, il a été abandonné par ses parents biologiques, qui était trop pauvre parce qu'il vivait dans le quartier le plus pauvre et le plus violent de Port-au-Prince. C'est pour ça qu'il était dans cet orphelinat. Jerry, il est dans l'orphelinat au moment où tout s'effondre lors du tremblement de terre. Et aujourd'hui, Jerry, c'est l'être le plus joyeux que je connaisse. Donc vous voyez, on parle de renaître, renaissance. C'est possible, quoi. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir de le suivre comme ça et de voir ce jeune garçon. Il habite Nantes. Il n'a pas jamais voyagé à l'étranger de sa vie. Et il était cool. Parce que, en fait, la situation en Haïti, elle est très dure en matière de sécurité. Moi, j'avais très peur pour lui. Bon, on s'est bien organisé pour que tout se passe bien. Mais après, j'ai fait un sujet sur les gangs. Et ils sont très violents, les gangs en Haïti. Ils contrôlent 80% du territoire de Port-au-Prince aujourd'hui. Mais voilà, ce reportage sur Jerry, c'est vraiment une raison d'espérer et d'être optimiste. Est-ce que ça donne un autre sens aussi à votre métier? Alors, c'est une aventure exceptionnelle, une histoire exceptionnelle. Vous l'avez dit, nous informer, c'est le sens de votre métier. Mais une aventure comme celle-là, c'est un autre sens profond. Oui, mais c'est rare quand même. Oui, bien sûr. C'est rare ce que je viens de vivre là. Et ça n'est pas la mission d'un journaliste non plus. Mais... Non, si, parce qu'à travers l'histoire de Jerry, vous racontez l'histoire d'Haïti. Si, c'est un reportage qui informe quand même. Mais ce qui est rare, c'est de retrouver quelqu'un 15 ans après et de tomber sur une personne aussi extraordinaire. Et son histoire est incroyable, parce que l'adoption, on sait bien combien c'est difficile l'adoption et combien pour les parents adoptifs, parfois, c'est extrêmement compliqué. Bon, ben là, ça a super bien fonctionné. Donc... oui, non, je reste convaincue que ça fait quand même partie du métier. Ouais. Et puis, ça fait partie du métier aussi d'essayer d'aller chercher. Moi, je ne vais que sur des choses très difficiles.
Et quand de temps en temps je vois la lumière, c'est-à-dire une histoire qui permet d'être un peu positive, ben je la prends volontiers et je la traite volontiers parce que c'est aussi, on le doit bien à nos enfants d'être un peu optimistes, de croire. Cette période que nous traversons en ce moment est très difficile. Elle est difficile pour nos enfants parce que nous n'avons pas vécu cela. Là, on est en train de leur dire quand même que peut-être qu'ils vont devoir aller sur des champs de bataille. Bien sûr qu'ils n'iront pas sur des champs de bataille. C'est pas du tout ça qu'il a voulu dire, le chef d'état-major des armées. Mais néanmoins, c'est une période difficile. Donc moi, quand je vois un peu de lumière, j'en parle. Justement, ce que vous venez de dire. Justement, tout au long de votre carrière, aujourd'hui bien remplie, est-ce que cette accélération des conflits, comment vous voyez ça? Est-ce que vous venez précisément de le dire à l'instant, hein, les menaces se rapprochent, enfin elles sont de plus en plus nombreuses. Comment vous vivez ça sur le terrain? Est-ce que vous le sentez aussi et dans votre pratique de journaliste et dans les rédactions nationales? Alors, cette accélération des conflits, depuis que je fais ce métier, il y a toujours des conflits. C'est là que vous allez. Donc en fait, c'est pas qu'il y a une accélération des conflits, c'est que là, nous avons un conflit aux portes de l'Europe. Et donc, on se sent Ils sont de plus en plus violents, quand même, aussi, avec des formes... Oui, c'est vrai. La guerre en Ukraine nous a ramenés, dans un premier temps, parce que maintenant, elle a changé de visage avec les drones, mais nous a ramenés à la guerre des tranchées, etc. Et oui, je constate, en fait, avec beaucoup de colère, souvent. Parce que, par exemple, j'étais en Irak, j'étais en Iran, en Afghanistan, donc tous ces pays ont été en guerre. Et dans tous ces pays, j'ai vu la même chose. Les mêmes veuves éplorées, les mêmes jeunes qu'on envoie au combat, les mêmes vies hypothéquées par la violence, les mêmes enfants terrorisés. Bon, en fait, ça ne s'est jamais arrêté depuis que je travaille. Jamais. Donc, c'est pour ça que je cherche souvent la lumière, parce que je suis en colère qu'on n'apprenne pas, quoi. Je suis en colère que les Nations Unies soient incapables, en fait. On a créé cette chose qui, au départ, est une magnifique idée, mais rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne, parce que vous avez une puissance et Vladimir Poutine qui souhaite, d'une certaine manière, prendre le contrôle de l'Ukraine, etc. Donc, ouais, je suis parfois quand même en colère, oui. Vous êtes persona non grata en Afghanistan. Oui. En Iran aussi. En Iran aussi. Oui, parce que on fait des choses qui déplaisent. Qui dérangent. Et c'est un peu notre problème aujourd'hui aussi, c'est que on a du mal à aller dans plein d'endroits. Moi, je voudrais aller au Yémen, je n'ai jamais eu de visa, ils m'en donneront jamais. Et comme je suis beaucoup allée en Israël après les attaques du 7 octobre, je suis cataloguée quelqu'un qui va en Israël. Donc forcément, je suis forcément... et je tiens à vous dire ici qu'un enfant palestinien, pour moi, vaut tout à fait une petite juive, enfin une petite fille de confession israélienne. Donc, j'ai couvert les deux côtés. J'ai couvert les attaques du 7 octobre et j'ai aussi beaucoup allé en Cisjordanie aussi pour parler de la souffrance des Palestiniens. Mais donc, je suis étiquetée pour certains pays comme quelqu'un qui ne roule que pour Israël. Donc, je ne peux pas mettre les pieds en Iran, je ne peux pas mettre les pieds en Afghanistan. Enfin, je ne peux plus, quoi. Et donc, j'ai beaucoup de... au fur et à mesure, les portes se ferment un peu, mais bon, c'est ainsi. Et puis c'est fini le temps où... Moi, je suis rentrée, par exemple, en Birmanie, j'étais très jeune, c'était la dictature. Aung San Suu Kyi, vous vous souvenez, vous connaissez bien sûr cette dame, était à ce moment-là assignée à résidence dans son appartement. Je suis rentrée en touriste, en faisant... avec mon caméraman, on faisait semblant d'être deux amoureux en goguette et on était allé l'interviewer. Ben, ça, on ne fait plus. On ne fait plus parce qu'on se retrouve en prison. Et en Iran, par exemple, c'est pas possible d'y aller sans visa. On va juste se retrouver en prison pour de longues années et accusés d'être des traîtres, des espions, etc. Donc non, on peut plus. On peut pas. Comme on le faisait, moi j'ai connu ce métier quand
on passait quand même, on n'avait pas les visas, mais on passait. Là, on passe moins quand même, on passe moins. Est-ce que ça n'est pas votre notoriété et puis les réseaux sociaux qui rendent compte et qui vos reportages sont diffusés aussi, qui peut être qui peut desservir vos envies de reportage? Sans doute, ouais, sans doute. Si on tape mon nom. Et puis voilà, dans les ambassades, ils savent taper un nom sur Google. Donc ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et puis Afghanistan, j'avais fait, la dernière fois que je suis allée, c'était Taliban 2, donc quand les talibans ont repris le pouvoir. Et j'avais fait un reportage, entre autres, sur les procureurs qui se cachaient parce qu'ils avaient peur de la répression des talibans. Et ça avait fortement déplu. Donc je pense que depuis, quand ils voient mon nom, ils ne me donnent pas de visa. Vous racontez vos aventures sur les théâtres d'observation, reporters de guerre. Comment, quand on a vécu ce que vous avez vécu, réalisé ces reportages-là, je mets plein de guillemets, on s'accommode d'être correspondante aux États-Unis ou à Londres, ou même en charge de l'Élysée? C'est quand même beaucoup moins excitant. Oui, mais vous voyez, je n'utilise pas le mot excitant, moi, à propos de ce que je fais. Pas d'adrénaline, c'est ça? Non, ça ne m'excite pas, la guerre. C'est tellement grave. Non, mais les États-Unis et Londres, c'était vraiment un choix familial. Mes enfants étaient tout petits. Ils ont 2 ans et demi d'écart. Et c'était au moment de l'Irak. J'avais monté un bureau à Bagdad. Et donc, je faisais 5 semaines à Bagdad. Et je revenais 2 semaines et je repartais 5 semaines. Et voilà, je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Hein. Il faut que tu continues à faire ce métier, mais un peu différemment. Et donc, j'ai cette chance de travailler pour France Télévisions, où on a des bureaux permanents dans le monde entier. Et donc, j'ai passé un grand oral, parce que c'est comme ça que ça se passe, ça se mérite. Et j'ai été nommée à Londres. Donc, je suis restée 5 ans à Londres. Et après, je suis partie 5 ans aux États-Unis, sous Obama. Et voilà, je suis rentrée après 10 ans d'expatriation. Et nous sommes rentrés avec nos enfants sous le bras, qui avaient grandi, 13 ans et 10 ans. Et puis après, ma rédaction m'a demandé de faire quelque chose que je n'avais pas du tout envie de faire, qui était chargée du suivi de l'Élysée. Donc, j'étais à l'Élysée tout le temps. Moins de tranchées. Quoique. Mais bon, d'une certaine manière, c'est un cadeau d'avoir été expatriée à Londres et aux États-Unis, d'avoir embarqué ma famille dans cette aventure. Donc je trouvais que on me demandait de faire quelque chose. Je dis non dans un premier temps, puis après je dis bon, d'accord, je le fais. C'était François Hollande, le président de la République. Une chance quand même, hein, avec le recul. D'abord, c'est un président qui aime beaucoup les journalistes, comme vous savez. Donc, ça lui a joué beaucoup de tours. Mais moi, en tout bien, tout honneur. Non, mais c'est quelqu'un qui aimait discuter avec les journalistes. Ce n'est pas le cas de M. Macron, qui est très, très méfiant avec les journalistes, beaucoup plus que M. Hollande. Et moi, je n'étais pas dans le cercle premier, parce que les journalistes qui sont chargés du suivi de l'Élysée sont ceux qui ont fait campagne, enfin qui ont suivi la campagne de celui qui est élu, donc qui sont devenus d'une certaine manière assez proches. Moi, j'étais pas du tout dans le premier cercle, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert ce que c'était que la machine de l'Élysée, et c'est une sacrée machine. J'ai beaucoup aimé faire ça. Je suis sortie de ma zone de confort, parce que vraiment, je connaissais plus les députés, je connaissais plus personne, parce que ça faisait 10 ans que j'étais partie. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ça fait 3 ans maintenant. Et donc, je suis revenue dans mon service d'origine et j'ai pu repartir sur les zones de guerre. Vous repartez la semaine prochaine, je disais. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un point de chute? Vous imaginez, vous êtes en contact parce que vous avez tissé des liens avec de nombreux Ukrainiens. Est-ce que vous savez déjà un petit peu dans quelle région vous allez et ce que vous allez livrer comme reportage? Alors, normalement, je pars en Ukraine la semaine prochaine, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr parce qu'il y a une autre reporter, qui est une excellente reporter, qui s'appelle Dorothée Olyric, qui a réussi à caler une histoire qui va être, à mon avis, formidable. Et si ça marche, c'est plutôt elle qui va partir, parce qu'elle a trouvé des Français qui vont chercher leur bébé à Kiev. Enfin, c'est une très belle histoire. Donc peut-être que, on ne sait pas encore, ça dépend, voilà. Mais ma prochaine mission, c'est en Ukraine, de toute façon. Et non, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Moi, je voudrais retrouver... je connais bien le commandant de la 155e brigade motorisée, qui est en ce moment
Pokrovsk, qui est la ville qui est en train de tomber là aux mains des Russes. Enfin, c'est en tenaille, et donc cette ville va tomber. Et je connais bien l'un des commandants qui défend cette ville, et j'aimerais bien m'approcher le plus possible, pas jusqu'à Pokrovsk parce que c'est pas possible, mais au plus près. Donc j'aimerais bien faire ça la prochaine fois que je vais là-bas, parce que je connais ce commandant et je connais un peu les hommes qui combattent dans ce coin depuis longtemps, et ça va être intéressant d'être avec eux au moment où il va falloir, parce qu'il va y avoir une retraite, ils vont se retirer les Ukrainiens. Zelensky et Syrski, qui est son chef d'état-major, n'acceptent pas de sacrifier des centaines d'hommes. Et donc, il va y avoir une retraite. Il y aura quand même des morts, mais il va y avoir une retraite. Et donc, j'aimerais bien être là au moment de la retraite. Ouais. Ce sont devenus des amis. Vous avez tissé de vrais liens d'amitié, ou est-ce que vous gardez justement prudemment un peu de distance? C'est difficile? Mais les militaires, c'est difficilement des amis quand même. Mais j'ai un respect mais immense, quoi. Et puis, d'une certaine manière, ils nous respectent aussi parce qu'on revient... Puis souvent, ils disent « Mais non, mais qu'est-ce que vous êtes revenus, vous, encore ?» Parce que c'est vrai que c'est fou de retourner dans ces endroits. Donc, ils voient en nous quand même une forme de... Enfin, ils sont quand même contents de nous voir, d'une certaine manière. Donc, il y a un peu de respect aussi de leur part. Encore plus quand c'est une femme, je crois. Parce qu'ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup quand même. On dit qu'il y a des femmes dans l'armée ukrainienne, mais enfin sur le front, le vrai, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. Il y en a un peu, il y a des snipeuses, mais pas beaucoup. Et donc voilà. Je sais quelle était votre question, pardon. Si vous avez tissé des liens d'amitié avec certains, oui, mais qui gardent... non, avec les militaires assez peu, mais alors avec mon fixeur. Le fixeur, vous savez, ce sont ces gens qui travaillent avec nous. Et mon fixeur à moi, c'est un traducteur. Au début, il n'était pas du tout traducteur. Quand je l'ai rencontré il y a 3 ans et demi, au début de la guerre, et il avait une agence de voyage. Mais c'est un monsieur qui parle assez bien anglais, relativement bien, et qui est un grand patriote et qui nous aide à organiser nos tournages. Et alors, c'est un grand ami, lui, maintenant. Et on lui doit beaucoup, parce que beaucoup des reportages, même si parfois c'est nous qui initions les choses. Là, par exemple, je lui ai dit, tu te mets en contact avec le commandant qu'on connaît, s'il te plaît, tu lui dis qu'on arrive, tu lui dis que c'est sûr, même si c'est pas tout à fait sûr, là, parce que ça met du temps d'obtenir les autorisations. C'est très compliqué, en fait, d'aller sur le front, au plus près du front, en tout cas, parce qu'ils ne veulent plus de nous, tous ces gens-là, parce que c'est un fardeau d'avoir des journalistes, parce qu'il faut s'en occuper, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient tués. Donc, ils n'ont pas que ça à faire, et c'est vrai, ils n'ont pas que ça à faire. Voilà. Merci infiniment, Maryse Burgot, de cet échange.